Bienvenue dans Inspiration créative, le podcast qui part à la rencontre des créateurs les plus fascinants. Alors on a rencontré beaucoup d'univers différents depuis 12 épisodes, et pour cette 13e rencontre, j'accueille pour la première fois un artiste peintre reconnu qui s'appelle Raphaël Federici. Raphaël, c'est quelqu'un qui pratique un art qui est à la frontière de la peinture classique, de la peinture aérosol et du dessin. Et il joue aussi beaucoup avec d'autres formes d'art, comme par exemple la sculpture ou la menuiserie. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a une personnalité exceptionnelle. Très très loin de l'image de l'artiste tourmenté qu'on peut avoir. Raphaël, c'est quelqu'un qui crée son environnement pour imaginer des œuvres qui vont plutôt s'inspirer du bonheur et non pas de la souffrance. On a parlé de la curiosité, des clichés de la créativité, de la structure, du travail, mais aussi des peurs et des galères qu'on peut rencontrer en tant que créateur. C'est un épisode génial. Pour tous ceux qui veulent rejoindre la communauté Inspiration Créative, je vous mets un petit lien en description sur www.kiliantalin.com/inspiration. Vous êtes les bienvenus si vous avez un projet ou une idée que vous voulez développer et que vous voulez recevoir tous les lundis des conseils pour avancer. Je vous mets le lien en description. Bonne écoute. Salut Raphaël. Salut. Comment tu vas ? Super bien, belle journée grisaille parisienne, ça fait plaisir. C'est clair. Je suis super content de t'accueillir parce qu'on s'est rencontrés vraiment complètement par hasard il y a quelques semaines à Aix-en-Provence dans un atelier d'encadrement, complètement par hasard. Complètement. Et en fait, je suis venu te voir samedi au Lavomatic, samedi soir. Et c'est là aujourd'hui, on est en train d'enregistrer, donc il y a peut-être un peu de bruit autour de nous lié aux œuvres qui s'en vont parce que tu termines une expo ici. Oui, aujourd'hui effectivement. Et alors, quand je suis venu samedi soir, j'ai lu sous un de tes tableaux une phrase qui m'a marqué, qui se terminait en disant « Quel miracle de s'inspirer non pas de la souffrance, mais dans le bonheur ». Et alors, ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, enfin, j'ai eu l'impression quand je l'ai lu, qu'il y avait un truc qui tranchait en toi, avec ce côté un peu parfois qu'on a du milieu artistique où il y a l'artiste torturé, la création dans la souffrance. Et je me suis dit, toi, c'est tout à fait l'inverse. Est-ce que c'est vrai ? Ouais, c'est exactement ça, et j'en ai presque fait une science. J'ai pu constater effectivement que dans le milieu de l'art avec un grand A, il y avait des sources d'inspiration qui étaient assez communes, qui sont souvent les drogues. Ça, c'est avéré ? C'est constaté. Okay. En tout cas, quand on va voir au sommet du panier, on voit que c'est largement prédominé par effectivement les prises de drogue, les prises d'alcool. C'est des gens qui vont même potentiellement mourir très tôt, le club des 27, et des gens qui sont massivement torturés. Alors souvent on se dit, ben oui, mais les grands artistes de l'époque, début 1900, se défonçaient à l'absinthe, et c'est comme ça que des mouvements comme le dadaïsme sont nés. On a cette image-là en tête, c'est dans notre inconscient collectif. Et justement, je pense que les médias, en passant par le cinéma ou les médias mainstream, tout ça, poussent justement la romance à son paroxysme en montrant que des cas comme celui-ci. Moi, j'ai eu un problème tout de suite, c'est que j'ai été allergique aux drogues immédiatement. Donc ça a commencé juste avec mon premier joint que j'ai absolument pas bien digéré. Okay. Donc j'ai fait un vrai bad et j'étais jeune, j'avais 15 ans. À partir de ce moment-là, j'ai complètement arrêté l'idée même de pouvoir me défoncer. Donc c'était déjà en dehors de mon système du début. L'alcool aussi, ça n'a jamais fait très bon ménage. Au départ, ça allait pas bien et très très vite, ça me faisait plus rien, à part me fatiguer. Donc j'ai dû être sain malgré moi. Et dans ce milieu-là, qui est l'art de façon générale, parce que j'ai commencé par la musique, je suis passé par le théâtre, j'ai fait de la mode, ensuite tout ce qui est art appliqué, j'ai fait du design, de la publicité, pour finir ensuite dans la peinture. Je n'ai rencontré que des artistes dans ces cas-là. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que le public encensait ces artistes et était admiratif parce que c'est toujours un peu bercé de mystère de voir un humain se détruire en live et de pouvoir l'observer avec un œil presque voyeuriste, quoi. Et de se dire, ok, cette personne-là va se détruire et à travers elle, je vais pouvoir le vivre sans moi-même me mettre en danger. C'est hyper malsain, c'est le côté bête en cage un peu et t'es observateur et tu trouves un plaisir complètement effectivement voyeur. Complètement. Alors ça, c'est un vrai versant de l'art. Souvent,
on a tendance à aller voir l'art pour pouvoir vivre une expérience au travers des yeux de quelqu'un qui a osé faire cette expérience à notre place. C'est aussi le cas de la philosophie. On voit de grands philosophes qui en fait sont des chercheurs dans la vie, qui vont tester plein de choses nouvelles, diverses et variées, souvent subversives, pour pouvoir en témoigner au grand public et en faire une espèce de morale. Et ça va très très loin. On a aujourd'hui, sans citer de nom, des philosophes qui sont allés même jusqu'à se pervertir dans la pédophilie pour en sortir des grands textes sans même se rendre compte qu'ils étaient dans le criminel à ce moment-là, et toujours d'ailleurs en s'en vantant. Et le public lui-même a réussi à porter des philosophes comme ça en se disant il l'a vécu, c'est bien, oui, mais c'est un artiste. Oui, c'est un philosophe, il a le droit de le faire. Donc on va très loin là-dedans. Et en partant de ce constat, il y a eu deux choses. La première, c'était que non, c'est pas en se défonçant qu'on arrive à devenir un génie. Je pense au contraire qu'il y a beaucoup plus de génies que ce qu'on croit. Mais la plupart n'ont pas réussi à passer le cap de la fatigue, de la drogue et de la destruction du cercle familial et du cercle social, tout simplement. Et ça fait que ça finit par être soit des artistes qui finissent dans le métro et qui deviennent ultra puristes, qui se nourrissent d'alcool, de drogue et de malheur, soit carrément des artistes qui détruisent leur art et qui finissent par complètement arrêter, voire pire évidemment dans les cas les plus tragiques. Donc ça, c'était le premier constat. Et ça, ce qui est marrant, c'est qu'on se rend pas compte de tous ces gens un peu tous ces talents gâchés qui sont pétés par des situations de la vie qu'ils ont choisies ou dans lesquelles ils ont été embarqués, alors qu'effectivement, ça aurait pu donner un potentiel derrière énorme de réalisation artistique. Complètement. Et ceux qui ont réussi, finalement, je les vois un peu comme des survivants. C'est les plus résistants qui arrivent à faire des choses qui étaient normalement plus ou moins abordables par beaucoup, mais en ajoutant une difficulté telle que la destruction corporelle, ont réussi finalement à sortir quand même le génie qu'ils avaient en eux. Donc ça, c'est le premier constat. Je me suis rendu compte que finalement, c'était un peu biaisé, toute la romance qu'on fait autour de ces cas-là, parce que finalement, ce qu'il y a derrière le rideau, c'est pas si beau que ça. Le deuxième constat que je me suis fait, c'est que c'est un constat par l'expérience, c'est que finalement, on peut être inspiré effectivement par le malheur. Je l'ai fait, crier sous la pluie je t'aime pour pouvoir avoir de belles idées et que ça finisse en chanson. Ok, effectivement, ça inspire. Mais il y a aussi un autre moyen, un magnifique paysage, une naissance, tomber amoureux. Toutes ces choses-là qui éveillent nos sens et nous portent vers le haut, donnent les plus pures inspirations au final. Tu penses qu'elles sont meilleures que celles qui viennent de la souffrance ? Je pense qu'elles sont bien meilleures, car finalement, la souffrance, c'est la sublimation du bonheur vu par son côté sombre. Donc quand on parle de souffrance, on parle de la perte du bonheur. Mais on parle toujours du bonheur. On se raccroche à ce qu'on a aimé, ce qui nous a fait vibrer, et on se nourrit de la perte de cet élément. Alors qu'en réalité, on pourrait tout à fait juste se nourrir du bonheur et consacrer énormément de temps là-dessus. Mais effectivement, je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup plus de temps et que c'était très très difficile. En réalité, provoquer une rupture sentimentale ou se battre ou se mettre un hangover pour pouvoir créer le lendemain, c'est beaucoup plus simple que de se mettre en extrême bonne condition pour pouvoir créer. C'est super, je suis complètement d'accord. C'est franchement très belle analyse. Et du coup, est-ce que toi, tu as des moyens comme ça de tendre vers le bonheur pour t'inspirer dans ta création ? Oui, on va dire que j'ai mes astuces. Le voyage, par exemple, les rencontres, les belles rencontres. Donc j'ai tendance à aller vers les gens qui vont m'inspirer. Donc voir des expositions, voir des spectacles, me faire rêver en fait. Tout ce qui est attrait à l'enthousiasme et au rêve vont pouvoir effectivement derrière m'inspirer au plus haut terme. Mais après, il y a aussi tout le travail de fond qui est beaucoup plus dur. Par exemple, je vais parler de choses simples qui devraient être simples pour tout le monde mais qui ne le sont absolument pas. L'alimentation. Si on va manger de la nourriture morte, chimique, avec aucune énergie, forcément, notre moteur va avoir aucune énergie derrière. Ça paraît évident. Si on met du diesel dans une essence et vice-versa, la voiture n'avancera pas. Donc,
À partir du moment où on va commencer à manger de la nourriture vivante, on va être largement plus disponible qu'après un énorme plat de pâtes et un burger, forcément. Et tu vois, ça paraît évident, mais en fait, ça l'est pas du tout. Tu regardes n'importe où, n'importe quel midi, les gens qui sortent du bureau et qui vont manger dehors, n'importe quoi. Et moi, ça m'arrive aussi, y compris. Bien sûr. Tu manges beaucoup plus facilement des choses non vivantes, si je reprends tes mots, et qui t'aident pas du tout à être dans le meilleur de toi-même ensuite, quoi, dans l'après-midi. Complètement. Et ça se vérifie. Il y a un reportage qui s'appelle Breadhead, qui est sorti et qui montre les corrélations entre la violence qu'on peut trouver dans les grandes populations et la consommation de pain, notamment de gluten. On se rend compte évidemment qu'il y a différents gluten, tout ça. Après, il ne faut pas rentrer dans cette polémique qui est vachement à la mode, gluten, pas gluten, tout ça. Mais effectivement, on se rend compte qu'à force de manger des aliments qui créent des cols dans l'intestin, l'intestin étant le deuxième cerveau, voire le premier pour certains, donc le centre des émotions, à force de mettre des cols à cause des céréales, le blé, le riz, toutes les choses qui vont pas être digérées rapidement et qui vont freiner tout l'organisme, forcément, ça freine le cerveau, ça freine... voilà. Qu'est-ce qu'on a envie après un gros repas ? C'est pas d'aller bosser et de s'inspirer, on a envie de faire une grosse sieste. C'est clair. Ouais. Et c'est déjà assez compliqué, je trouve, de lutter un peu contre ces résistances que tu as en toi pour aller créer, pour se mettre à ton bureau, pour se mettre devant une toile. Peu importe l'art, mais si en plus tu as ces contraintes supplémentaires qui s'ajoutent un peu malgré toi sans y réfléchir, c'est encore plus compliqué, quoi. Complètement. Et pareil, si tous les 3 mois on a un rhume, tous les 3 mois on a une gastro, tous les 3 mois on tombe malade, on sait pas ce qu'il y a, les migraines à répétition, tout ça, au final ça nous laisse très très peu de temps pour pouvoir bosser, s'inspirer et faire des choses qui nous plaisent et avoir ne serait-ce que des intuitions. L'idée est de pouvoir être proche de notre moi, en fait. Ouais, il y a encore un peu ce mystère dans le fonctionnement du cerveau, je trouve, sur comment les connexions se font et comment faire en sorte qu'elles deviennent de plus en plus importantes et qu'il y ait des petites idées, des formes de créativité qui émergent, quoi. Alors qu'en réalité, on sait très bien comment ça fonctionne. On dit que seul 10% du cerveau est utilisable, donc il y a un grand mystère. C'est faux. 100% du cerveau est utilisé, on sait tout ce qui fonctionne dans le cerveau, sauf qu'on n'utilise que 10% du cerveau à chaque fois en même temps. Et heureusement, parce que si on commençait à rêver pendant qu'on fait des maths ou à réfléchir, à respirer pendant qu'on essaye de courir un marathon, ce serait impossible, ce serait ingérable. Et si en plus de ça, l'inconscient et le conscient se mélangeaient, on serait dans Matrix. Ouais, submergé complètement. Donc aujourd'hui, on sait très bien comment fonctionne le cerveau, on sait très bien comment faire pour devenir, entre guillemets, un génie très simplement. Bien manger, bien dormir et avoir une prédisposition environnementale saine, c'est-à-dire ne pas avoir un patron qui nous crie dessus tous les matins, pas avoir des engueulades à répétition, pas être submergé par des dettes, tout ça. À partir de ce moment-là où on a effectivement un environnement sain, ce qu'on appelle l'épigénétique, en regard de la génétique, va prendre le dessus, c'est-à-dire que la génétique, c'est ce qu'on a par défaut et qui nous a été donné par nos parents. Ça, c'est environ 5% de l'ADN. Et les 95% autres sont de l'épigénétique, c'est l'adaptation du corps, du vivant, à son environnement. Donc si on a un bon environnement, on va pouvoir développer n'importe quelle compétence, apprendre je ne sais pas combien de langues en même temps, on va pouvoir avoir des idées lumineuses, on va pouvoir apprendre un art martial s'il faut. Ouais, bien sûr. Ça, je trouve que ça relâche aussi. Tu te dis en fait, tout est possible, tout est accessible, quoi. C'est toi qui joues sur ces paramètres de l'épigénétique. C'est ça. Mais à condition qu'on soit partant pour imposer une certaine rigueur. Ouais, dans sa vie. Complètement. Est-ce que toi, tu as une sorte de discipline, cette rigueur justement, est-ce que tu l'as dans ta façon de créer peut-être même de manière très concrète, quand tu es face à une toile, quand tu es face à quelque chose que tu veux sculpter, à quoi ça ressemble ta journée ? Comment tu essayes d'insérer cette discipline ou cette rigueur ? Alors justement, j'ai besoin d'être dans de bonnes dispositions, des dispositions de bonheur. Pour ça, ça peut prendre plusieurs jours. Parfois j'ai pas envie, parfois je suis un peu fatigué, parfois j'ai mal mangé parce que je suis pas non plus dans l'hyper excellence à la moine Shaolin, hein. Je me laisse des possibilités de toutes choses, donc je mets du temps à me créer ce moment qui va être un moment de magie. Une fois que je suis dans les bonnes dispositions, c'est-à-dire que je suis bien reposé, que tout va bien avec ma famille, qu'il n'y a pas de problème majeur, que j'ai pas de voyage qui va tomber dans les 2-3 jours, que je suis donc pas en stress, là je vais m'installer devant ma toile
et je vais commencer à dessiner, à faire mes petits crayonnés, mettre la bonne musique, me faire mon petit plateau à côté, petit plateau repas, peut-être avoir fait mon sport avant, peut-être voilà. Mettre mettre la meilleure disposition en route pour que ça se passe bien. Et à partir de ce moment-là, je deviens carrément un geek. On me reconnaît pas. Si on me parle à ce moment-là, d'ailleurs, on peut être potentiellement étonné parce que je vais répondre complètement à côté ou je vais être submergé par des émotions, mais ce sont généralement de très belles émotions. Et en plus de ça, j'écoute parfois de la musique, mais surtout j'écoute des conférences en même temps que je peins. Donc je vais m'inspirer du thème que je suis en train d'aborder souvent, ou alors je vais juste continuer à creuser des thèmes qui m'intéressent le plus souvent possible. Et à ce moment-là, la magie opère. Mais effectivement, si j'essaye de refaire exactement la même toile, bon déjà c'est compliqué parce que c'est fait à la main, mais si j'essaye de refaire cette même toile dans d'autres dispositions, je vais très vite me rendre compte que j'en suis parfaitement incapable parce qu'il y avait une condition optimum qui a fait que j'ai pu créer ça et que c'était un moment de vie qui ne réexistera plus. Ouais, je comprends. Mais du coup, par exemple, il y a des dispositions qui sont arrivées dans ta vie qui sont forcément hyper positives, ou au contraire, peut-être qui t'ont bloqué à certains moments de ta vie ou pendant quelques mois, peut-être quelques années où tu étais plus fermé sur ça. Je pense, tu m'as dit que tu avais récemment eu une petite fille. Ça a dû forcément t'inspirer et t'alimenter énormément sur ces prédispositions créatives. Tu l'as vu à certains autres moments où ça pouvait être difficile, où tu avais un peu les vannes de la créativité fermées? Alors le contraire, effectivement, arrive souvent. Et c'est la plupart du temps lié justement à mon couple. S'il y a des disputes, s'il n'y a pas d'harmonie dans mon couple, dans ma famille, ma petite a 18 mois aujourd'hui, donc c'est avec elle tout se passe très très bien. Mais effectivement, quand dans ton binôme ça se passe pas extrêmement bien, ça peut tout casser. À ce moment-là, je suis incapable de créer jusqu'à ce que ça se règle. Donc ça devient une priorité finalement d'installer une harmonie dans ma famille. Au sens large aussi, hein, quand ça se passe moins bien dans ma belle famille, tout ça, je vais effectivement avoir des moments où je vais pas créer comme je pourrais créer, et ça va me prendre 2, 3, 4 jours, une semaine pour m'y remettre. Donc c'est effectivement, comme il n'y a pas l'option boire un gros whisky et se mettre à peindre, effectivement, les vannes peuvent se fermer très très facilement, très rapidement. Ouais. Mais pour pas que ça arrive trop, je me protège énormément aussi. Comment tu fais ? J'évite les relations toxiques. Alors, parfois ça peut être compliqué parce qu'on peut même parler d'amis de longue date, mais je vais pas forcément rencontrer et voir et passer du temps avec des gens, avec certaines personnes dans ce processus créatif. Je vais aussi privilégier certains voyages. Peut-être que après un voyage d'une semaine qui m'aura inspiré, je vais voir personne et prendre 1-2 semaines pour digérer ça et le traduire en peinture. Quand je suis en exposition, la plupart du temps, je vois quasiment personne. Je reste dans mon atelier, j'ai besoin de pouvoir être en pyjama pendant 2 semaines. Voilà, c'est comme ça que je me protège en privilégiant mon petit cocon. Et effectivement, j'essaye de fuir le plus possible le milieu parisien et d'aller au plus proche de la nature. Ça, c'est important aussi pour moi. Je comprends complètement. Moi, je suis à Paris aujourd'hui, mais je n'habite pas non plus à Paris. Et je trouve que tu as un besoin, de manière générale, dans la vie, d'un environnement qui t'aide le plus à être bien dans ta peau, dans tes baskets, pour ensuite tirer le meilleur de toi-même, que ce soit pour la créativité ou d'autres choses. Hein. Mais je comprends complètement cette situation. Ouais, c'est hyper important, ce contact avec la nature, ce calme prédominant, ne serait-ce que pour pouvoir mieux revenir à la ville. Mais la ville n'est pas du tout un environnement naturel propice à la créativité, en tout cas plus dans la destruction. Effectivement, ça marche dans la destruction. On prend le métro, on dort pas, on fait des rendez-vous jusqu'à tard le soir, on se lève tôt le matin, on reprend le métro, on fait 10 rendez-vous, on rentre de ça, on est claqué. Le problème, c'est que si, en rentrant de ça, on reste dans le même environnement, comment on fait pour recharger les batteries ? Alors qu'en allant se ressourcer dans le bonheur, en allant rechercher la bonne nourriture, la bonne énergie, et quand je parle de nourriture, je parle de nourriture en sens large, c'est beaucoup plus simple de revenir dans la capitale et de la cartonner. Complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu parlais tout à l'heure des voyages aussi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important, toi, dans ta façon de créer. Est-ce que tu t'es beaucoup alimenté dans ta vie de ces voyages, à travers les rencontres que ça t'a apporté ou la curiosité que ça t'a donné sur le monde ? Complètement. J'en ai même fait un sport. Au D'accord. départ, j'ai pas voyagé toute la première partie de ma vie, toute la moitié de ma vie, enfin même plus.
Je suis resté dans ma petite bourgade aixoise, j'avais même pas visité la capitale. Et un jour, j'ai eu l'occasion de voyager, alors que j'en avais pas forcément besoin, ça m'a jamais appelé. J'ai commencé à voir du pays. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que ça m'apportait vraiment humainement parlant. J'avais des révélations, j'ai commencé à réformer ma vie totalement en me confrontant à mes premiers livres de développement personnel, par exemple. T'en as un qui t'a beaucoup parlé ? The Secret, c'est celui qui a de Rhonda Byrne, c'est une américaine qui a transformé ma vie. Pas parce que j'en ai fait une gourou et une directive de pensée, tout simplement parce qu'elle m'a ouvert à ce nouvel univers qui était la pensée créative. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu expérimenter et développer ma propre personnalité spirituelle. Donc oui, ça a été une étape très importante. Après, voilà, chaque voyage, au fur et à mesure, surtout quand je suis devenu artiste, donc c'est-à-dire il y a 11 ans maintenant, même si ça fait pas 11 ans que j'en vis, ça fait 11 ans que j'exerce pleinement cette pratique. À partir du moment où je commençais à créer, chaque voyage a transformé radicalement mon dessin, jusqu'à transformer mon trait, et parfois, effectivement, la plupart du temps, mes sujets. Et c'est vrai que quand on regarde l'évolution de ton style, je suis remonté pour préparer l'interview sur des trucs assez vieux, et en fait ça a changé de tout au tout, quoi. Et à la fois en termes de style, mais presque de type d'art parfois, en passant aujourd'hui plus de la peinture, un peu de sculpture, si je dis pas de bêtises, tu n'hésites pas à me corriger, mais à des choses parfois très différentes avant, quoi. Bien sûr, et quand on observe les grands artistes comme Picasso par exemple, sans me comparer à lui, dès le départ, quand on voit ses premières toiles, il a 14 ans, et on dirait une toile de Rembrandt, jusqu'à finir par 3 traits hyper minimalistes sur un fond blanc à la fin de sa vie. Parce qu'il a dit il faut toute une vie pour savoir dessiner comme un enfant. Ça, c'était sa démarche. Mais effectivement, en dehors de ça, il n'a pas maîtrisé sa démarche sur toute sa carrière en se disant je vais arriver à ça à la fin. Non, il a expérimenté, il a vécu des choses fortes, il a vécu des guerres, c'est de là où est né des œuvres comme Guernica. Donc effectivement, en soi, c'est un voyage. Et il a pu s'inspirer toute sa vie. Et moi, c'est exactement pareil. C'est que j'évolue et je grandis en même temps que mon art, ou en tout cas, mon art évolue en même temps que moi. Et ça, c'est quelque chose que j'affirme, dont je n'ai pas peur. La plupart du temps, les artistes essayent de se copier eux-mêmes et de faire toujours la même recette, la même recette, la même recette. Moi, j'essaye effectivement de garder une ligne conductrice. Par exemple, ce personnage qui est le marin, qui revient souvent, où effectivement, ces lignes, ces espèces de nervures de bois qu'on voit dans les personnages, ça, c'est des codes que je garde pour justement ne pas me perdre complètement. Ouais. Mais à l'image des petites étoiles de Picasso, par exemple. Exactement. Ouais, tu as des codes quand même, mais ton art évolue autour. Effectivement, et je le sublime, j'essaye de le sublimer justement en provoquant l'accident et en disant qu'effectivement, je ne vois pas mon atelier comme un atelier, mais comme un laboratoire. Je suis là pour expérimenter. Effectivement, je ne suis pas peintre, encore moins, quelle horreur, street artiste. Je suis à la rigueur plasticien, mais si je pouvais me définir, je suis un chercheur. C'est super beau, j'adore. C'est une très très belle phrase. Si on rentre dans le concret sur ça, de manière très très terre à terre, est-ce que tu as une idée d'une dernière expérimentation que tu as fait dans ton laboratoire à Aix-en-Provence ? Tout à fait. Là, j'ai tripé cette année. Ouais. Je me suis dit, je me suis fait cette réflexion que notre monde était en train d'évoluer technologiquement, parlant de façon extraordinaire, et que l'art devait forcément évoluer là-dessus. C'est une réflexion d'ailleurs que j'ai depuis longtemps et qu'on a en commun avec un ami à moi qui est photographe et maintenant sculpteur, Léo Caillard, qui travaille justement sur l'art 2.0 et notre rapport entre l'art ancien et l'art nouveau futuriste, j'entends. J'ai voulu travailler sur ce thème aussi en faisant une peinture complètement connectée. Donc en fait, j'ai pris des planches de bois que j'ai découpées, que j'ai lamellées-collées. Donc sur 15 cm, on a un volume qui représente donc du coup, une fois encadré, une toile, mais qui est complètement connectée au téléphone. J'y ai intégré plusieurs LED qui sont elles-mêmes connectées au Wi-Fi. Donc on peut mettre sur tous ces appareillages comme Google Home, tout ça. Et à la voix
où avec notre téléphone, on peut régler la luminosité, l'intensité, en faire un thromboscope, changer les couleurs ou adapter la lumière qui va scintiller selon la musique qu'il y a ou juste l'ambiance sonore qu'il va y avoir dans la pièce. C'est marrant parce que c'est sur cette œuvre qu'on s'est rencontrés. T'étais en train de la récupérer au moment où je t'ai croisé pour la première fois. Et effectivement, elle est très originale et très aboutie parce qu'elle intègre non seulement la partie artistique, on va dire, de la peinture, mais aussi de la matière, tu vois, et de la lumière, et t'as quelque chose vraiment de fort qui se dégage de ça, quoi. En effet. Et mon rêve, ce serait d'aller encore plus loin, c'est-à-dire que on ne soit plus juste en contact avec une œuvre, mais qu'on puisse faire partie de l'œuvre sans tomber dans le côté installation. J'aimerais qu'on puisse avoir une œuvre, qu'on achète un objet, mais qu'en découvrant cette œuvre, on puisse rentrer dedans, la respirer, la sentir, jouer avec, interagir avec, qu'elle puisse... voilà. Et un peu comme maintenant on a des maisons connectées, j'aimerais réaliser de l'art connecté. Après, c'est pas forcément là vers quoi je veux me diriger, parce que je tiens trop au dessin, au côté puriste du dessin, purement illustratif. Je tiens trop à l'illustration... je tiens trop à la peinture en elle-même. J'adore la sculpture. Et je me séparerai jamais des murs, parce que le street art fait partie de moi. Comme je disais, je ne suis pas street artiste, mais je fais du street art. Donc travailler dans la rue, pour moi, c'est énorme. Donc effectivement, c'est cette piste un peu art connecté, domotique, est une nouvelle piste que j'expérimente dans mon laboratoire, mais ça n'est qu'une éprouvette parmi tant d'autres. C'est génial. Je trouve ça très cool, et effectivement, le fait de pouvoir s'imaginer... C'est ça en fait la créativité, c'est explorer aussi des horizons que tu connais pas, des sentiers qui sont inconnus mais avec lesquels que tu vas essayer de t'approprier avec un angle ou un autre, et on va reconnaître un peu ton ADN là-dedans sans que ce soit pleinement la direction forcément que tu vas prendre, quoi. Tout le monde fait ça en fait, tout le monde a pu l'expérimenter, sauf que moi, au lieu de m'arrêter, j'ai continué. Je suis un enfant de 4 ans qui joue dans sa chambre et qui découvre qu'on peut jouer avec ça et que ça devient ça et que finalement on peut construire ça. Ah ben si ça devenait carrément une cabane, et si cette cabane devenait une maison, et si j'avais des animaux à faire comme ça, et si je créais un vivarium, et en fait, je me suis juste empêché de m'empêcher de continuer. J'ai pas laissé le système me contraindre, me mettre dans une petite boîte pour que je puisse continuer à travailler pour un système qui s'auto-alimente de mon temps. J'ai pris le temps pour pouvoir créer, pour pouvoir continuer à m'enthousiasmer de la vie, par le biais de ce que j'aimais le plus, au final, c'est le dessin. Donc voilà, on y est. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand je suis venu samedi, pareil, voir tes œuvres, il y a une phrase aussi qui m'a marqué et qui est liée à ça. Tu disais, remettre en question les choses est mon sport favori. Quand on y prend goût, on ne peut plus s'en passer, ça devient une passion. Ce monde a tout construit à l'inverse de ce qui est, et moi, curieux comme je suis, j'ai basculé de l'autre côté de leur vérité. T'as un peu ça finalement derrière l'art qui est aussi, tu vas me le dire, hein, parce que moi aussi je suis chercheur, mais t'as un peu l'art qui est aussi une manière de remettre en question les choses, ou en tout cas de changer le prisme pour donner un autre angle de ce que tu vois autour de toi. Alors, l'art est un témoignage de ma recherche personnelle. J'expérimente dans ma propre vie ces vérités qui sont dites vérités. Au moment où justement j'ai ma réponse, je la digère, je l'expérimente par moi-même, et une fois que c'est devenu une évidence, là je le propose au public en le traduisant de la façon la plus simple possible et la moins, on va dire, contraignante, la moins moralisatrice possible. Je vais le proposer au monde. Mais à ce moment-là, j'essaye d'être dans un langage le plus universel possible. Que tout le monde puisse comprendre une évidence, ou que je puisse, sans parler d'évidence, au moins interloquer sur un sujet précis que moi j'ai fini par maîtriser. Mais effectivement, maîtriser par mon propre prisme. Donc je ne parle moi-même pas d'une vérité, mais bien d'un constat personnel que je partage. Bien sûr, c'est le signe un peu de ton parcours personnel qui se met sur la toile ou sur ton œuvre. Désolé pour le petit retour, pendant 12 ans, 11 ans en tout cas, tu t'es mis à peindre, à développer différents types d'art, etc. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu peur de ne pas percer ? Jamais. Parce que dès le départ, je pensais que je ne percerais pas. D'ailleurs, j'avais un autre métier qui était la direction artistique, qui fonctionnait plutôt bien, donc j'avais pas forcément besoin que ça perce. C'était un passe-temps au début ?
C'était un besoin. Dès le départ, le dessin est devenu... dès le départ, le dessin m'a sauvé, en fait. Donc, ne pas dessiner n'était pas possible pour moi. Donc, mes premiers métiers, mes premières études ont été autour du dessin. En tout cas, les études que j'ai pu assumer, quand j'ai réussi à rentrer dans des écoles spécialisées, dès le départ, le dessin a pris une place hyper importante dans ma vie. Donc, ma question, c'était comment transformer ce dessin, effectivement, en argent pour pouvoir en vivre et continuer à dessiner. C'était mon seul objectif. À partir du moment où cet objectif était rempli, j'avais déjà gagné. Donc, j'ai gagné depuis bien longtemps. Ça, ce n'est que du bonus. Et être un artiste reconnu, ça n'est que de l'hyper bonus. Donc j'ai jamais eu peur que ça ne fonctionne pas. Effectivement, aujourd'hui, je fais les choses avec beaucoup plus de sérieux, ne serait-ce que parce que je suis père de famille. Donc je peux pas me craquer et, du jour au lendemain de prendre un boulot en agence et de plus voir ma fille. Ce serait la chose la plus cruelle qu'on puisse me faire. Donc je serais obligé de toute façon de travailler entre guillemets à la maison et en plus de ça de travailler en lien avec le dessin. Donc si j'arrête d'être artiste aujourd'hui, demain, je vais être dessinateur de bande dessinée. Si c'est pas dessinateur de bande dessinée, peut-être que je vais être sculpteur. Si c'est pas sculpteur, peut-être que je vais faire du dessin de mode. Peu importe, je ferai toujours quelque chose en lien avec le dessin et je travaillerai toujours de chez moi. Aujourd'hui, l'art n'est pas quelque chose qui me fait peur, mais quelque chose qui m'excite. Et c'est bien pour ça que j'arrive à peindre H24, comme je le fais. C'est pour ça que quand on me pose cette question que je trouve presque absurde, c'est « Est-ce que tu es toujours inspiré ?» Je dis « Mais comment on ne peut pas être inspiré ?» À partir du moment où ce n'est pas un travail. Moi, c'est pas mon travail, c'est ma passion. Ça, c'est fort. Je trouve que c'est quand tu arrives à créer ton environnement, à la fois financier, hein, c'est important, je pense, pour te permettre que ton travail ne soit pas un travail, mais une passion. C'est bon, le contrat est rempli. Et ce que tu dis, et je trouve, relâche aussi une certaine pression. C'est à partir du moment où j'en vivais, tout le reste était le bonus. Et maintenant, je m'éclate parce que j'ai la possibilité de le faire, mais comme une passion, en enlevant cette pression aussi. Mais tu vois, franchement, ce que je vis là aujourd'hui, je suis tout autant spectateur que toi. Sauf que moi, je suis spectateur depuis bien plus longtemps, avec en plus tous les backstage, tous les bonus DVD, mais tout ce qui se passe, j'en suis le premier émerveillé et je m'y attends pas et je suis comme un gamin et la personne qui le vit le plus avec moi, c'est ma femme. Je dis, tu sais pas avec qui je viens de raccrocher là, bon on part à Miami. Tu vois, c'est ça, mais je suis un gamin. Et tout ce qui se passe, c'est incroyable. Et je vois, quand je vois des acteurs ou des peintres ou des artistes de façon générale qui remercient le public et qui disent merci à ma femme, merci à ci, à ça. Mais je comprends tellement, parce que c'est le public qui nous porte, c'est notre famille qui nous porte. Et nous-mêmes, on a tendance, à part si on tombe sur quelqu'un d'hyper sûr de lui, qui a tout maîtrisé de A à Z, genre le banquier reconverti en artiste, quoi. À part ce mec-là qui dit bon ben oui, j'ai appliqué une recette donc ça marche, A plus B égale C, ok. On ne peut qu'être spectateur comme moi, ne serait-ce que d'un message qu'on m'envoie sur Instagram. J'adore ton art, ça m'a inspiré, ça m'a fait penser à ci et ça, merci, continue, tout ça. Rien que ça, moi à chaque fois je suis waouh. Les gens osent me dire ça et me donner la force gratuitement. C'est incroyable. Je suis entièrement d'accord. Et tu vois, moi je suis à un niveau enfant, mais effectivement quand tu reçois un retour sur un enregistrement ou une rencontre qu'on a fait comme celle qu'on fait là, je trouve qu'en tant que créateur c'est le plus beau retour qu'on puisse te faire et ça a une valeur énorme et on le dit pas assez et je suis sûr que quand tu veux même des gens très très avancés, je sais pas, Robert De Niro ou tu vois, quelqu'un qui a 40 ans de carrière derrière lui, il y a quand même t'es forcément touché, ça devient une habitude peut-être plus, mais t'es forcément touché par ça. Écoute, moi je suis dépassé, ça m'est arrivé d'écrire spontanément à des artistes que j'admirais et de leur dire j'adore ton travail, bravo. Et généralement quand j'écris, c'est pas une phrase, c'est j'écris un petit pavé et j'encense. Et je vois vu et jamais de réponse. Ça me dépasse complètement. Je m'en fous, hein, j'attends pas de réponse. Mais moi, même le petit gars qui est perdu au fin fond de la Tunisie sur son ordinateur et qui dit ah j'adore parce que tu as créé une émotion chez moi, je vais lui répondre. Et pourtant, Dieu sait à quel point je suis busy. Je suis occupé H24, j'ai toujours des trucs de faire. Et en plus de ça, je suis papa. Donc j'ai pas le temps. Techniquement, j'ai pas le temps. Mais un message d'amour,
j'y réponds et je prends le temps, même s'il est 4h du matin, même si c'est une semaine après, tu es sûr et certain que je n'ai pas laissé une seule question sans réponse, à part si effectivement elle m'a échappé parce que perdue au fin fond des réseaux sociaux et que je ne l'ai juste pas vue. Mais ça me dépasse. Quand on est vraiment, je pense, dans le pur amour, la pure communication, la pure empathie, on est obligé de répondre à un message d'amour. Ça me paraît... Ou alors je comprends rien à l'humain. Je peux que te rejoindre là-dessus. En fait, moi, j'ai une personnalité aussi qui est comme ça. Et je trouve que c'est tellement important de savoir prendre le temps pour remercier de ces petites choses qui sont en fait énormes, que même dans un cadre très occupé, etc., il faut quand même remercier parce que c'est la première personne qui t'a peut-être fait avancer sur ton chemin, quoi. Et alors, ça m'inspire une question pour toi. Et je voudrais que tu y répondes en mettant de côté complètement le risque de paraître orgueilleux ou n'importe quoi. Est-ce que tu as l'impression aussi de mériter ça ? Ce qui t'arrive, cet amour, ce retour des gens et de ton public ou des gens qui te suivent. Ouais. Est-ce que tu as l'impression de le mériter ? Oui. Je suis sûr de le mériter parce que j'ai le nombre d'heures de travail, de sueur et potentiellement de sang qui ont été écoulées pendant tout ce temps-là. Donc forcément, il y a toujours ce truc-là où on voit les gens sortir du lot comme ça, apparaître. Mais derrière, il y a des années de travail. J'en suis tellement conscient, j'en ai tellement bavé, j'ai tellement eu peur de ne pas pouvoir payer mon loyer, tellement eu peur de ne pas pouvoir offrir un toit à ma famille. J'ai tellement travaillé quand les autres dormaient, quand les autres sortaient, quand les autres voyageaient, que oui, forcément, je sais qu'il y a du mérite dans ce parcours-là. Après, est-ce que je mérite ce que j'ai là ? Mais je mérite 10 000 fois plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir plus, il faut rentrer dans les cases du système. Et comme je refuse de me vendre et de faire de l'art commercial et d'aller voir et dire « Ah, regardez, j'ai fait Mickey, c'est cool », ben, je n'ai pas le mérite que je pourrais avoir par rapport à mon art. Mais c'est comme ça prend du temps, c'est une course de fond. Et je sais qu'un jour... je finirai par avoir ce mérite-là. Peut-être que ce sera pas forcément de mon vivant, j'en sais rien. Mais comme je fais un travail qui, quoi qu'il arrive, est authentique, je dis pas sur 100% de ma carrière, mais aujourd'hui, j'essaye de délivrer à 90% un travail qui est vraiment authentique et porté, voué à l'autre, avec un message que j'espère inspirant et impactant. Forcément, ne serait-ce que ça a du mérite. Et tous ceux qui mettent en œuvre leur temps et leur carrière pour faire évoluer les autres devraient avoir ce mérite-là et 10 fois plus que ça. Je suis tout à fait d'accord et je trouve qu'on ne le voit pas parce que ça, on en parle souvent, mais c'est la partie qui est immergée de l'iceberg et qui sont tous les efforts que tu produis pour arriver là, tout le temps que tu choisis de ne pas investir sur d'autres choses, les sacrifices et les risques que tu prends aussi. Est-ce que par rapport à ça aussi, il y a eu des moments où tu as été soumis à des critiques qui t'ont marqué ? Je sais que c'est très présent dans l'art et j'imagine que c'est le cas aussi pour toi. Est-ce qu'il y a parfois des pensées presque méchantes ou en tout cas qui t'ont fait souffrir de critiques ? Bien sûr, j'ai même reçu des menaces de mort. C'est vrai ? Donc je suis allé très très loin là-dessus. En plus, dans l'art urbain, vu que je fais l'art dans la rue, je suis catalogué art urbain. Il y a des vrais puristes, graffeurs notamment, qui ont pu être très durs avec moi. Et encore aujourd'hui, j'ai un paquet de haters sur les côtes, mais c'est des gens que je vois pas, que je côtoie pas. Quand on me raconte, ça m'intéresse pas. Et en fait, techniquement, j'ai pas le temps. J'ai trop d'énergie à dépenser dans mon amusement, en fait. Donc très égoïstement, tout ça n'a aucun impact sur moi. En revanche, c'est aussi une technique pour me protéger, de ne pas me lier à ces énergies-là. Bien sûr. Par rapport à ce qu'on disait dès le départ, c'est que moi, je me nourris du bonheur et pas du malheur. Donc si je commence à me brancher sur ce genre de fréquence, ben, j'ai tout perdu et ils auront surtout tout gagné. Donc oui, j'imagine que j'ai encore beaucoup de personnes qui m'apprécient pas humainement parce qu'ils trouvent que je me mets trop en avant, que je suis trop sûr de moi. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Ou qui n'apprécient pas ne serait-ce que les opportunités que j'ai pu avoir ou qui n'apprécient pas peut-être les messages que je vais diffuser.
peut-être, sûrement, j'ai envie de dire, c'est un bon curseur pour savoir où j'en suis. Parce que je n'ai jamais lu une autobiographie ou une biographie de personne qui a réussi sans qu'il soit passé par ça. Inévitablement, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Et quand on commence à agacer, les gens parlent. C'est vrai, c'est vrai. Il y a cette phrase assez connue, je crois que c'est un général américain qui dit « You have to break the rules to be remembered ». Donc pour qu'on se souvienne de toi, c'est aussi arriver à, effectivement, juste tracer ton chemin et avoir une position qui est un peu clivante. Et forcément, ça génère aussi des critiques. En effet. Et d'ailleurs, c'est aussi une source de motivation. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas laisser n'importe quoi sortir de mon atelier. J'ai un besoin d'excellence qui est de plus en plus haut. Parce que je sais que potentiellement, on m'attend au tournant. Et j'ai même envie de dire, même si c'est pas vrai, j'ai besoin de me dire qu'on m'attend au tournant. Parce que sinon, je me reposerai sur mes lauriers. Donc c'est pour ça que je me renouvelle sans cesse. L'année dernière, c'était la sculpture. Cette année, c'est les objets connectés. L'année prochaine, peut-être que, je sais pas, peut-être que j'irai faire une expo sur la Lune. On verra. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai écrit récemment un article sur comment juger de la qualité de son travail. Et donc ça m'intéresse de te demander, par rapport à ce que tu dis là, comment toi tu arrives à jauger cette excellence et te dire à un moment, ça c'est suffisamment bon ou suffisamment excellent pour le sortir, ou au contraire, il faut recommencer et repartir à zéro ou se réinventer ou imaginer d'autres choses. Comment tu juges ton travail et sa qualité ? C'est pas simple, mais là aussi j'ai mes petites astuces. Déjà, je vais beaucoup me confronter au public. Quand on commente mes toiles, tout ça, je vais voir déjà qui a commenté, sans jugement, mais je vais voir qui a commenté. Est-ce que c'est un novice ? Est-ce que c'est un amateur ? Est-ce que c'est un expert dans l'art ? Je vais poser des questions. Qu'est-ce que tu as aimé là-dessus ? Quand c'est dans mes expos, je vais demander, toi, quelle est ta toile préférée ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans ? Je vais aussi faire beaucoup d'expositions pour voir ceux qui font un art qui va s'approcher le plus du mien et parler à des professionnels qui vendent cet art et leur dire, bon, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'encadrement ? Est-ce que c'est important ou pas ? Et toi, l'artiste, comment tu vernis ta toile ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que tu les montes toi-même ? À partir de ce moment-là, moi, je peux commencer à avoir une vision sur l'air du temps, sur ce qui est attendu, sur ce que les gens aiment, ce que les gens achètent, et renifler ça en me disant, ok, moi je me situe à peu près ça, parce que j'encadre mieux que lui, mais je vernis bien moins bien que lui, j'ai plus d'acheteurs que lui, mais lui il a plus de followers sur les réseaux sociaux, lui il va faire, voilà, et toutes ces choses-là qui, prises une par une, n'ont aucune importance. Par exemple, avoir des followers sur les réseaux sociaux, ce n'est absolument pas un vecteur de réussite. Il y a des artistes incroyables, impressionnants, d'ailleurs, qui ont pignon sur rue et qui sont encensés par le public expert de l'art, qui ont 1000 likes ou 1000 followers sur Internet. C'est juste qu'ils ne l'ont pas développé. Alors que d'autres vont avoir 80 000 et font absolument n'importe quoi. Donc, mais si on isole tous ces éléments et qu'on les met ensemble, on peut réussir à réaliser une enquête plus ou moins fidèle et arriver à se situer plus ou moins au milieu. Mais effectivement, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai toujours tendance à me situer à la baisse, parce que là où je pense m'être planté, je vais quand même potentiellement être encensé, par exemple, par des experts. Là où je pensais avoir réussi, je vais potentiellement pas forcément avoir la reconnaissance que j'attendais. En revanche, au lieu de faire un one-shot, ça va durer sur 5-10 ans et je vais encore avoir des répercussions longtemps après et peut-être potentiellement faire des choses qui étaient un petit peu avant-gardistes par rapport à la scène artistique du moment. Donc voilà, j'essaye d'être un peu partout, d'avoir l'œil ouvert et surtout de garder ce qui est selon moi le plus important, la curiosité. C'est super. Tu as parlé beaucoup de critères qui sont, on va dire, extérieurs, d'accord ? Donc on va dire le regard des autres ou en tout cas tout ce que tu peux recevoir comme retour qui viennent vers toi. Est-ce que tu as aussi intérieurement une sorte de boussole qui va estimer à quel moment ton art est bon ou pas ? Non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Encore une fois, parce que certaines toiles que j'adore ne vont pas du tout être admirées par le public et applaudies, ou peut-être beaucoup plus tard. Et certaines toiles que je trouve assez moyennes vont faire la une de magazines. Donc moi-même, je me rends compte que je suis un peu à l'ouest par rapport à moi-même. Donc je me fais le moins confiance possible par rapport à ce qui est cool ou pas. Donc je me fie beaucoup plus au regard des autres. Voilà. Par exemple, moi, il y a une image qui me revient souvent.
c'est les expériences de mort imminente, c'est les NDE. Ouais. Ce qui me fascine là-dedans, c'est que les gens disent, bon ben là, j'ai quitté mon corps et je voyais un corps vu de dessus. Mais j'ai mis du temps à me reconnaître. Pourquoi ? Parce que quand on quitte son corps, quand l'esprit quitte le corps, en fait, il finit par se voir vraiment comme il est. Et il ne se reconnaît pas. Parce que si on dit, hé, regarde, c'est Paul dans une voiture, c'est beaucoup plus juste que de dire, hé, regarde, c'est Paul qui passe. Si on dit c'est Paul qui passe parce que Paul est dans une voiture, c'est complètement faux. C'est Paul qui est dans une voiture qui est en train de passer. Donc là, c'est pareil. Quand on dit c'est Raphaël Federici qui est là, ben non, c'est pas vrai. C'est une âme qui est dans le corps qu'on appelle Raphaël Federici qui passe. Je comprends. Donc moi-même, je n'ai pas ce recul-là parce que je suis moi-même dans ma propre voiture. Je suis dans mon propre véhicule. Par contre, les autres, eux, captent mon âme. Ils peuvent te donner des retours que toi tu ne vois pas forcément parce que toi tu es en train de tracer ton chemin et tu vois pas forcément tout ce qui se passe. Complètement. Et nous sommes des êtres sociaux faits pour vivre en société, donc on a besoin du retour de la société. Si on était seul, humain sur Terre, on ne saurait pas qui on est, parce qu'on n'aurait aucun reflet. On ne saurait pas si on est bon, si on est mauvais, si on est intelligent, si on est bête, parce qu'on n'aurait personne avec qui se comparer et personne pour nous dire je pense que tu es comme ça et moi je pense que tu es comme ça, donc analyser ce que l'autre pense de lui-même par rapport à ce qu'on voit. Donc forcément, le rapport aux autres, pour moi, est primordial. Moi, ce que je pense, moi, on s'en fout complètement. Après, en tant qu'artiste, je m'exprime, je balance ça, et tu te prends en pleine face, ou pas, et c'est comme ça. Mais pour essayer de pas trop faire n'importe quoi et de taper le plus juste possible, parce que je suis aussi dans des notions de langage universel, le besoin de partager au plus grand nombre, donc j'ai besoin aussi de parler au plus grand nombre. J'ai besoin de me focaliser sur l'autre, ses expériences, ses comptes rendus, ses retours pour pouvoir me situer un peu mieux que si j'étais seul dans ma chambre. Ouais, et on le sent dans ta personnalité, on va dire que pour moi c'est une sorte d'empathie, tu vois. Et je l'ai vu quand tu accueilles des gens samedi à la fin de ton expo, ou même là quand on parle, t'as un cœur qui s'ouvre aussi et qui est intrigué des autres, et je pense que ça t'alimente aussi dans ta création. Complètement. D'ailleurs, ça, je fais pas exprès parce que mon père est comme ça. Ouais. Mon père est même maladivement comme ça. Ça veut dire que je me rappelle d'une scène où on allait rentrer chez moi. Il était déjà tard, on rentrait d'école. Il était en retard, donc il devait être presque 19h. Et à 20 mètres de notre porte, il croise un SDF qui commence à lui parler. Il lui a parlé quasiment 1h30. Et moi, j'étais là en train de tourner. On rentre, j'ai faim, on rentre. Oui, on va rentrer. Et il lui parlait. Alors que moi, j'étais presque dans une situation de danger. Je devais avoir 7 ans, 8 ans. Et à un moment donné, il a dit oui, on rentre, parce que ma mère était rentrée, donc il savait qu'on pouvait monter ensemble et que je pouvais être gardé par ma mère. Il a pris ma couette et il est parti donner ma couette au SDF. Ça m'a traumatisé. Alors lui, il savait qu'il y avait une autre couette potentiellement qui était rangée dans un placard, tout ça. Mais moi, j'ai juste vu mon père qui pendant 1h30 parlait à un étranger, qui me considérait pas, qui a considéré beaucoup plus étranger que moi et qui est allé chercher ma couette, me laissant nu pour la nuit, entre guillemets, j'étais en pyjama, mais nu pour la nuit, pour aller lui donner. Même si derrière, j'ai eu ma couette, ma mère s'est occupée de moi, il n'y a aucun souci. Mais du coup, cette espèce d'hyper-empathie maladive a déteint sur moi, et je suis incapable de voir quelqu'un rentrer dans une galerie pour mon travail, et lui dire « Attends, j'ai pas trop le temps là, excuse-moi », tu vois ? Même m'excuser, parfois j'ai du mal et j'ai dû apprendre à dire excuse-moi, là je vais juste prendre du temps, mais si tu veux on en reparle, ou même on reprendra un café si tu veux, mais là, et je vais m'excuser, je vais m'aplatir en excuses. J'ai ce côté-là trop gentil que j'ai gardé justement de cette éducation. Ouais, mais c'est... je trouve que la société, elle nous incite justement à ne pas l'accepter, ça, ou du moins que c'est une preuve de faiblesse, alors qu'en fait c'est une force énorme dans ce qu'on entreprend, quoi. Et pour creuser un tout petit peu, est-ce que j'ai eu l'impression quand tu parlais que tu avais une relation peut-être spécifique avec ton papa, ou peut-être avec tes parents en général, mais est-ce qu'il y a des choses qui viennent de tes parents ou de ton papa, si je suis dans le vrai, qui respirent encore aujourd'hui à travers toi et qui t'alimentent dans ce que tu fais ? Oui, c'est évident, ne serait-ce que parce que mes deux parents sont artistes. Mes deux parents vivent de leur art. D'accord. Mes deux parents sont musiciens. Mais mon père, à côté de ça, a fait du dessin d'illustration pour la jeunesse. Donc j'ai grandi techniquement dans une éducation extrêmement alternative. Même si je suis quand même allé à l'école, si j'ai mangé un peu comme tout le monde, j'ai
une vie qu'on a rarement et qui a fait que j'ai pu vivre ça. Et en plus de ça, 2 personnalités très très différentes, très très spéciales. J'ai une maman qui, elle, est beaucoup dans les énergies, donc très spirituelle, qui a des dons de guérisseuse qu'on tient de plusieurs générations. Donc, dans ce monde-là, dans lequel j'ai grandi. Et mon père qui, lui, a le syndrome de Peter Pan. Donc, il n'a jamais grandi. Ça veut dire que depuis ses 20 ans, il est resté le même. Tu parles à mon père, c'est ton pote, immédiatement. Mais il a une personnalité assez déroutante aussi, c'est qu'il ne dit pas de gros mots. Il mange à peu près une boîte de sardines dans la journée, pas plus. Il est très 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 spirituel et c'est quelqu'un qui est maladivement empathique. Donc c'est des gens, et aussi quelqu'un qui n'a jamais réussi à rentrer dans le système, ça c'est important. Il a dû travailler 1 an ou 2 ans pour une entreprise, tout ça, et le reste du temps, même s'il faisait pas rentrer d'argent, il vivotait et il a toujours trouvé le moyen de faire ce qu'il aimait, de s'éclater, même avec pas d'argent sur son compte du tout, voire pas de compte bancaire. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là, ce qui fait que mes 2 parents sont, un pour ma mère, ma confidente, et celle qui a mon plus grand soutien et dont je détiens le plus grand soutien, et mon père, qui lui est un pote que je vois de temps en temps quand j'ai envie de le voir, et qui vient me fait un gros check, on parle de trucs délirants, viens si on faisait une BD, on fait des projets sur la comète, et puis voilà. C'est super intéressant parce que on voit que ça te touche forcément, et quand tu es dans une éducation comme ça, t'as forcément certains trucs qui s'ouvrent dans ta tête un peu différentes aussi pour te mettre sur le chemin de la création que t'as mis en œuvre, quoi. Je trouve que dans tous les parcours créatifs que j'ai rencontrés pour l'instant, donc t'es le 13e, il y a aussi toujours des moments... Quoi ? Ça porte chance. Moi j'y crois pas à ça, mais je sais pas si tu je suis pas superstitieux pour un sou. Voilà, super, bah moi non plus. Il y a toujours aussi des moments un peu de galère ou de doute où on a l'impression que bah là ça va pas le faire, quoi. T'en as vécu un peu des moments durs comme ça ? Ouais, sans arrêt. Parce qu'à partir du moment où on est entrepreneur, on a forcément de nouveaux challenges permanents qui te font sortir de ta zone de confort. Donc des moments durs, des coups durs, je les collectionne. En revanche, ils ont beaucoup moins d'impact sur moi que quelqu'un de lambda qui n'a pas l'habitude, parce que justement dans sa zone de confort sans arrêt. Comme j'ai l'habitude de voyager, comme j'ai l'habitude d'expérimenter de nouvelles rencontres, des nouvelles pratiques, de nouvelles expériences de façon générale, je cultive l'accident. Donc quand il y a un accident, c'est juste ma vision de la chose et ma façon de l'aborder qui change, plutôt que l'intensité de cet accident-là. Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, tout simplement. C'est une capacité de résilience ou de rebond que tu as ? Complètement. Dès qu'il m'arrive quelque chose, je vais rebondir immédiatement et je ne vais pas me concentrer là-dessus, je vais réfléchir à la solution. Et la solution, bizarrement, arrive souvent très très vite. Je comprends. Ça va pour la musique ? Ouais, très bien, très bien. Okay. Ça fera un petit son musical dans le podcast. Je suis sûr que les auditeurs comprendront, il n'y a aucun problème. Okay. Il y a 3 questions que j'aime bien poser à la fin, qui sont des questions importantes pour moi. Et la première, je pense qu'elle va te toucher, parce que j'ai vu dans notre conversation quand même des thèmes autour de ça. Est-ce qu'il y a une sorte de trace que tu as envie de laisser après toi ? La trace que j'ai vraiment envie de laisser après moi, c'est celle que ma fille et mes enfants porteront. C'est avant tout un patrimoine que j'aimerais laisser. Et effectivement, ce patrimoine-là va être indexé par les messages que je livre aussi. Donc effectivement, je fais tout pour pouvoir durer dans le temps. C'est important. Même si mon immortalité, je ne la vois pas dans ce monde-là, mais bien dans l'au-delà. Mais aujourd'hui, oui, j'ai envie et besoin de laisser une trace. Et ce que je veux pouvoir apporter aux autres, c'est l'éveil des consciences. C'est justement que les gens, en plus de s'éveiller, se réveillent en fait. Parce que je suis complètement dépassé qu'avec toutes ces informations qu'on a aujourd'hui, les gens puissent continuer à aller dans le mur et répéter les mêmes erreurs. Mais attends, si t'as pas assez d'argent, si le système ne te convient pas, tu te crées ton propre système et tu vas gagner ton propre argent autrement, tout
simplement. Alors je dis pas qu'à partir d'un certain âge, c'est pas compliqué, qu'à partir du moment où tu as mis 20 ans, par exemple, dans ton désir d'avoir une retraite et du jour au lendemain, on dit « Hey, c'était faux !» Évidemment, tu pètes un plomb. Là, c'est complètement légitime. Je parle pas du tout de ça. Je parle pas du mouvement des Gilets jaunes. Je suis pas dans ce genre d'actualité. Au contraire, je parle de façon beaucoup plus globale. Se plaindre ne fait que perdre du temps. Ça génère de la peur. La peur n'existe pas. Elle n'existe qu'à partir du moment où on la regarde en face. S'il y a quelque chose qui te fait générer de la peur, c'est bien. Ça veut dire que tu n'es pas fou et que tu dois chercher une solution, que c'est le moment de te réveiller et d'y aller. Et il n'y a rien de pire que de démissionner de ses propres responsabilités à des gens qui savent pour toi. Le médecin, c'est absurde le médecin. Un vrai médecin, c'est quelqu'un qui te dit, tu sais comment être en santé, mange, fais ci, fais du sport, réfléchis comme ça, dors. Voilà, ça c'est un vrai médecin. Mais quelqu'un qui te dit, t'as ça, t'as bobo, allez je vais soigner tout ça, bon, on va réparer, c'est bien, ça fait tant, tu prends tel médicament, tu sais pas ce qu'il y a dedans et tu vas te réparer. C'est absurde, parce que tu ne repars pas du tout avec de la connaissance. On t'a pas appris à pêcher, on t'a donné le poisson et on te l'a mis dans l'assiette. Et en plus de ça, on t'a mis des pesticides, des fongicides, des insecticides dedans. C'est ridicule. Aujourd'hui, celui qui ne sait pas, c'est celui qui ne sait pas voir. On est à l'heure d'Internet, bon sang. Donc, c'est ça que je veux offrir aux gens, c'est la possibilité d'être en hyper-conscience comme je le suis aujourd'hui. Je n'estime pas être en hyper-conscience et être un être illuminé. En revanche, force est de constater que par rapport à ce système complètement endormi, je suis hyper éveillé. C'est ça que je veux traduire par des messages plus ou moins doux. Parce que, encore une fois, je veux pas être moralisateur, je veux pas choquer et je veux rester universel. Et chacun est à son degré d'éveil. Donc quand tu viens et que tu veux réveiller une famille, voilà, tu vas pas réveiller le père comme tu vas réveiller le bébé, forcément. Mais ce que je veux laisser comme trace, et évidemment, je suis bien conscient que je ne suis qu'un pixel parmi une armée de pixels. Il faut plusieurs gouttes pour faire un océan. Ce que je veux garder comme trace, c'est celle-ci. Faire partie du mouvement de ceux qui arrivent à réveiller les gens et à les faire se recentrer et prendre conscience de leur côté divin, en fait. C'est une très 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 belle mission. C'est super important et on en parlait juste avant de commencer à enregistrer tout à l'heure, mais cette logique d'éveiller, de prendre des initiatives, de faire des choses différentes. Si toi, tu peux avoir ce rôle d'inspirateur et d'aider les gens à, peu importe leur degré, à s'éveiller, c'est super, super fort. Et tu as dit un truc aussi que j'ai trouvé très fort sur la peur, qui est... Il faut savoir la regarder sans qu'elle nous bloque. Et je trouve aussi que la peur, enfin, c'est bête ce que je veux dire, mais la peur, elle nous effraie, c'est normal. Mais c'est aussi de là que viennent les plus grandes forces. Quand tu regardes 5 ans après, c'est souvent les moments où tu as eu peur qui ont déclenché en toi les meilleures choses, parce que effectivement quand tu es terrifié, c'est compliqué sur le moment, mais après coup ça te fait tellement avancer aussi, quoi. Complètement. C'est l'alimentation qui est le plus important. Encore une fois, l'alimentation dans le sens large. Si on a peur et qu'on cultive cette peur sans se nourrir par une autre source, forcément on va s'en nourrir et ça va devenir notre corps, on va faire un avec elle et ça va nous perdre. C'est une nourriture extrêmement toxique, donc à partir de ce moment-là, on a déjà perdu d'avance. En revanche, on oublie que pour s'alimenter, il faut autant alimenter le corps que le spirituel. Le corps, c'est l'essence. C'est « Ah, j'ai peur parce que je vais pas manger demain. J'ai peur parce que je vais perdre mon boulot, parce que je vais pas avoir d'argent. » Tout ça, c'est le sens. Mais la spiritualité, elle est en carence la plupart du temps. On parle de carence de vitamine D, de fer, Non, la vraie carence, elle se passe dans le monde spirituel. Si on n'a pas une spiritualité dans laquelle se fondre, et je parle pas de religion, si on n'a pas une spiritualité dans laquelle se fondre, c'est-à-dire nourrir l'esprit, comment on nourrit l'esprit? Par des bonnes relations, par le voyage, par cultiver le bien-être, cultiver surtout le don. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'autre? Comment j'ai aimé et à quel point j'aime? Si on ne se nourrit pas comme ça, ben forcément, on n'arrivera pas à se nourrir ailleurs que dans des choses très évidentes qui sont les premières nourritures faciles, la peur, le malheur, l'accident. Ouais. Et toi, c'est ça qui nourrit ta spiritualité? Ce qui nourrit ma spiritualité, c'est Dieu. Ouais. Je crois en Dieu. Et c'est ce qui guide toute ma vie. Maintenant, sans
les religions. Par exemple, exactement comme les médecins, moi je suis adepte de physiologie, de médecine, on l'a compris, donc de santé, mais je suis absolument pas adepte du médecin et de la science de médecine, même si effectivement ça sert, se faire opérer, c'est important. Pareil, je suis fasciné par Dieu, par sa création, par Dame Nature, comme on l'appelle, par le miracle de la vie, par la science et le témoignage qu'est cette intelligence qu'est le Créateur. Voilà, j'y voue une partie de ma vie aussi à continuer à explorer en ce sens-là et la trace du Créateur dans nos vies, à l'encontre de Darwin. Mais voilà, ça a une importance primordiale, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas peur non plus. Je comprends. Mais ces peurs-là vont être vues par le prisme de quelqu'un qui se nourrit spirituellement tellement que ces peurs-là, qui sont souvent donc liées au sens, n'ont plus aucune espèce d'importance dès qu'on l'a exposé à la vraie lumière que c'est-à-dire un problème qui demande juste qu'une solution qu'on a en réalité juste là, au fond de sa poche. Complètement d'accord. Et ma deuxième question, c'est... Et elle va te plaire. J'y pense pendant que je le dis, je prends le temps de la dire, parce que tu m'as parlé d'éveil. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut créer, qui veut se lancer, qui veut avancer sur sa voie et peut-être du coup s'éveiller un petit peu plus sur ce chemin de la création? Quel conseil tu lui donnerais? Ce conseil-là, effectivement, j'aime beaucoup cette question. Le conseil que je lui donnerais, c'est écoute tout le monde, digère et n'écoute personne. Prends les informations qui comptent pour toi. Nourris-toi spirituellement, nourris ton corps de la meilleure des façons et fais en sorte de créer ton cocon de bonheur. À ce moment-là, tu auras déjà toutes les conditions pour pouvoir t'épanouir dans ce que tu fais. Tu choisis ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est pas dur de choisir, c'est ce qui te fait vibrer. Tu sais, les petits papillons qu'on a dans le ventre quand on crée ou quand on a l'idée de faire quelque chose. À partir du moment où tu as ça dans ton estomac, c'est bon, feu vert, tu y vas. Si tu as 15 choses qui te font vibrer en même temps, tu fais les 15 en même temps, il n'y a aucun souci. Le tout, c'est de ne jamais, je dis bien jamais, abandonner. Des coups durs, il y en a. Des vagues, il y en a. Tu vas avoir envie 1000 fois de fermer ton entreprise. Mais ce qui va te différencier de celui qui réussit, c'est que tu auras craqué juste avant lui. C'est tout. Mais si tu continues à faire la même chose 1 an, 5 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans, même si c'est un point noir sur un carreau blanc, les gens vont finir par t'identifier en disant « Oh, tu sais, celui qui a passé toute sa vie à faire un point noir sur un carreau blanc ?» C'est comme ça. Il faut juste arriver à se libérer du système et à redevenir un enfant. C'est génial. C'est génial. Je trouve ça super. Ma dernière question, c'en est pas une. On fait toujours un cadeau Enfin, je dis on parce qu'avant on était 2 à enregistrer. D'accord. Il y avait Valentin et moi. Bon, je t'en ai pas parlé, mais donc je dis toujours on à la fin de cette question, mais je fais toujours un cadeau à la fin des épisodes. Et je voudrais donc savoir, est-ce que tu es plutôt un lecteur de BD ou de livres? BD. BD, super. Est-ce que tu peux me tenir le micro parce que mon sac est à l'autre bout de la pièce? Ouais. Bouge pas. Et voilà pour toi. Me revoilà. Donc c'est un cadeau d'une BD que j'ai adoré, qui s'appelle Les Ignorants, qui parle d'une rencontre en fait entre 2 mondes complètement différents. Et toi qui aimes la curiosité, ça va te parler, je pense, beaucoup. Qui est celui d'un vigneron et celui d'un écrivain de BD. Et en fait, c'est l'écrivain de BD du coup qui raconte cette rencontre et comment l'autre monde complètement différent alimente le premier monde et comment les deux s'enrichissent de cette rencontre pendant quelques mois où ils vivent ensemble et l'un découvre le vin et l'autre découvre la BD. Magnifique. Voilà, j'espère que ça te plaira. Ça me touche énormément parce que déjà là, ici on est au Lavomatique, donc là où on a fait cette exposition, et c'est un lieu où je mets toutes mes illustrations et notamment où je compte dévoiler ma première bande dessinée sur laquelle je suis en train de travailler. Super. Mais en fait, j'appelle même pas ça une bande dessinée, j'appelle ça un roman illustré. Parce qu'on est la seule différence, c'est le traité dessiné surtout le public. Les romans illustrés, c'est beaucoup plus pour les adultes, finalement, c'est un autre type d'écriture. Et là, tu viens de m'offrir un roman illustré qui c'est exactement ça. Et en plus, dont le dessin me plaît énormément et je suis impatient de le lire. C'est une vraie pépite, c'est une super BD. Ça va beaucoup m'inspirer, j'en suis sûr. Ouais, je suis super content. Et j'ai hâte de découvrir ta BD. T'as déjà un nom pour ou? J'ai déjà un nom. D'ailleurs, dans cette bande dessinée, on va découvrir le nom du marin.
D'accord. Et c'est pour ça que je ne le dévoile pas encore, ce sera la surprise, ce sera justement un temps 2 dans mon art où on pourra enfin découvrir d'où vient le marin et qui il est. Super. Écoute Raphaël, merci beaucoup. Merci parce que non seulement tu m'as éveillé un petit peu moi à ma façon, mais aussi tous les gens qui vont écouter. C'est une très belle rencontre humaine et voilà, juste merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'était pour moi une rencontre fascinante avec Raphaël. On a beaucoup échangé pendant cette heure et franchement, c'était source de beaucoup d'enrichissement pour moi. Si ça vous a plu, comme d'habitude, je suis vraiment preneur d'une note sur Apple Podcast ou d'un abonnement sur Spotify. N'hésitez pas à en parler autour de vous parce que c'est comme ça que le podcast se fait connaître et j'essaie de produire le meilleur contenu possible pour que ça puisse vous apporter beaucoup dans votre vie de créateur. Bonne journée et puis on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Salut!